Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les accords agricoles et de pêche. L'élan de soutien au partenariat stratégique entre le Maroc et ses partenaires européens se poursuit avec la réaffirmation de l'engagement du bloc européen en faveur de davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc. Clôture hier du 19e sommet de la francophonie avec la déclaration de Villers-Cotterêts qui plaide pour la promotion du multilatéralisme et de l'employabilité des jeunes dans l'espace francophone pour faire face aux crises qui secouent la planète. À suivre dans ce journal la correspondance de nos envoyés spéciaux à Paris. Et puis nous irons à Tétouan où le 4e festival des arts plastiques qui réunit des créateurs de tous bords mais également de jeunes artistes qui s'inspirent. Un espace artistique important et inspirant à découvrir en fin de cette édition. Bonsoir à tous. D'abord, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille de l'actrice feu Naïma El-Msharqi. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la triste nouvelle de la disparition de l'actrice Naïma El-Msharqi, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime à la famille de la défunte, à ses proches et à ses admirateurs en particulier, sa famille artistique et culturelle nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite au décès, je cite, de l'une des pionnières du théâtre, de la télévision et du cinéma au Maroc, qui a contribué des décennies durant à enrichir la scène artistique marocaine par des œuvres distinguées. La regrettée a mis en avant à travers ses œuvres l'authenticité et la richesse de l'art dramatique marocain noble et constructif grâce à sa ferme volonté, sa spontanéité, son esprit créatif et sa passion pour le patrimoine national séculaire, ajoute le souverain. Se remémorant les grandes qualités humaines de la défunte, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, Sa Majesté le Roi implore le Très-Haut d'accorder aux membres de sa famille patience et réconfort, de la rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et de l'agréer parmi les vertueux. Et c'est à Casablanca, au cimetière Ash-Shuhada, qu'ont eu lieu les obsèques de feu Naïma El-Msharqi. La dépouille de la défunte a été inhumée après les prières d'Ad-Dohr et du mort, en présence des membres de la famille de la défunte, de ses confrères et de plusieurs personnalités du monde des médias, de la culture et des arts. La grande dame du grand et du petit écran, mais aussi des planches, Naïma El-Msharqi a tiré sa révérence hier, samedi. Elle était l'une des figures emblématiques du théâtre et du cinéma et avait fait montre d'un talent exceptionnel dans une série d'œuvres théâtrales avec les plus célèbres troupes du théâtre, à l'instar de la troupe Ma'moura, Bassetine et de la troupe de la radio et de la télévision marocaine. La regrettée avait aussi brillé dans les téléfeuilletons en interprétant des premiers rôles dans plusieurs séries télévisées. Au cinéma, Naïma El-Msharqi avait participé à une vingtaine de courts et de longs métrages marocains et étrangers comme Noces de sang, La Lahoubi et La Bataille des Trois Rois. Retour à présent sur la décision de la Cour européenne de justice au sujet des accords agricoles et de pêche liant le Maroc et ses partenaires de l'Union européenne. Les réactions à l'échelle européenne s'enchaînent et réaffirment l'attachement indéfectible de l'Union européenne et plusieurs États membres au partenariat stratégique avec le Maroc et leur volonté de le renforcer davantage. De son côté, le Maroc avait précisé qu'il ne se considère aucunement concerné par cette décision et qu'il n'a pas participé à aucune des phases de cette procédure. Le Royaume qui réitère sa position constante de ne souscrire à aucun accord ou instrument juridique qui ne respecte pas son intégrité territoriale et son unité nationale. Zakaria Moukimbil. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne entachée d'errements juridiques évidents et d'erreurs de faits suspects. La position du Maroc est claire et pointe du doigt le fait que la Cour se soit permise de se substituer aux organes onusiens compétents et de contredire leur position et approche bien établie. La Cour de justice de l'Union européenne a violé une règle essentielle relative au Sahara marocain. C'est l'exclusivité de la compétence des Nations Unies et du Conseil de sécurité. La Cour européenne de justice s'est mêlée ainsi de questions politiques réservées exclusivement aux Nations Unies.
Autre aspect fondamental de la position marocaine, le Royaume n'est pas parti à cette affaire. N'ayant pas participé à aucune des phases de cette procédure, le pays ne se considère par conséquent aucunement concerné par cette décision. Nous ne sommes pas tenus par ce genre de décision parce que nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. En second lieu, le Maroc entreprend une bataille diplomatique au niveau international sous la conduite de Sa Majesté le Roi. C'est une bataille menée avec patience, sagesse et clairvoyance. C'est l'affaire de tous les Marocains, quelle que soit leur situation. En tant que responsables des affaires locales, nous nous alignons sur la position du gouvernement. Les provinces marocaines du Sud ont exprimé lors des différentes échéances électorales leur voix et affirmé leur légitimité. Elles ont choisi leurs élus habilités à les représenter. Les développements et les acquis réalisés à travers la régionalisation avancée et les succès diplomatiques de notre pays sont là pour en témoigner. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne se positionne ainsi en porte-à-faux des engagements et des intérêts des États membres de l'Union européenne dans le contexte d'avancées diplomatiques majeures réalisées par le Royaume. Il y a une reconnaissance croissante de la marocanité du Sahara par un nombre de plus en plus grandissant de pays dans tous les continents. C'est le cas de pays européens importants qui ont un poids au niveau de l'Union européenne. Il faut souligner aussi que ces accords avaient été approuvés par différentes instances exécutives de l'Union européenne. Suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les accords de pêche et agricole entre l'UE et le Royaume, plusieurs États membres de l'Union européenne ont exprimé leur attachement indéfectible au partenariat stratégique de l'Union avec le Maroc et leur volonté de le renforcer davantage. Une actualité que l'on décrypte avec Moustapha Srimi, professeur de droit et politologue. Professeur Srimi, bonsoir. Bonsoir. La position du Maroc est claire comme nous venons de le voir. Le pays n'est aucunement concerné par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Rabat réitère sa position constante de ne souscrire à aucun accord ou instrument juridique qui ne respecte pas son intégrité territoriale et son unité nationale. Quel commentaire en faites-vous, professeur Srimi? Il faut rappeler peut-être deux éléments factuels. Premier élément, nous avons un accord de pêche avec l'Union européenne qui avait été signé en 2019 pour une période de 5 ans jusqu'à 2023. Il a expiré exactement le 17 juillet 2023. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas d'accord de pêche depuis le 17 juillet 2023, depuis donc 14-15 mois. Deuxième élément, la procédure. La procédure, c'est quoi? Il y a eu, en juillet 2021, une procédure qui avait été engagée auprès du tribunal de la Cour de justice européenne. Le système judiciaire européen comprend deux institutions. À un premier niveau, le tribunal, et en appel, la Cour de justice en appel sur laquelle on va revenir. Il y a eu donc une première décision du tribunal, première instance donc, qui avait décidé l'annulation de l'accord de pêche avec le Maroc. Sur ce plan-là, c'est cette réaction, le Maroc avait réagi, on s'en souvient, mais le plus intéressant, il y avait eu un pourvoi en appel. C'est-à-dire pourvoi fait par qui? Par deux institutions européennes. En l'occurrence, la Commission européenne et ensuite le Conseil européen. La Commission européenne, c'est l'ensemble des membres donc, qui constituent l'exécutif. Et le Conseil, c'est là où sont représentés les gouvernants et les différents gouvernements. Il y a eu donc deux pourvois en appel. Le Maroc, et c'est la base de ces deux pourvois qu'il y a aujourd'hui cet arrêt de la Cour d'appel, donc deuxième niveau de juridiction, du 4 octobre courant, qui confirme donc la décision, le jugement d'annulation de juillet 2021. Problème, le Maroc n'est pas partie prenante dans cette procédure. Et c'est à bon droit que le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères relève ce point. C'est une procédure qui intéresse qui? Qui intéresse deux institutions européennes, la Commission européenne et le Conseil européen, qui ont saisi une juridiction européenne. Nous ne sommes pas dans la procédure. Donc, conclusion,
c'est une affaire qui intéresse donc les institutions européennes. Autre observation, l'arrêt qui a été rendu par cette Cour de justice européenne, il est pas recevable, il n'est pas critiquable. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il fait référence il dit qu'il n'y a pas eu le consentement du peuple sahraoui. Qu'est-ce qu'il en sait? Qui y a dans les provinces sahariennes? Il y a 600 000 personnes. C'est bien ça le peuple sahraoui. Donc voyez le parti pris politique. Deuxième point qu'il faut relever à propos de ce dossier, il prend position sur le fait que le Sahara marocain est un Sahara qui est encore inscrit dans la liste des territoires non autonomes, etc. Et qu'il y a donc là un problème, mais il est en contradiction avec les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est la plus haute instance onusienne qui rappelle depuis 2007 qu'il y a un programme onusien sur la base de la proposition marocaine, l'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale, des processus de négociation, etc. Donc nous en sommes là. Et puis le dernier point, c'est bien une immixtion intolérable dans la vie intérieure du Maroc, une atteinte à sa souveraineté. De quel droit cette institution judiciaire se risque-t-elle à sortir de son champ strict de compétences pour venir statuer sur la marocanité ou pas du Sahara, tout ça, etc. Le dossier entre les mains des Nations Unies, et c'est la volonté de la grande majorité de la communauté internationale. Et les réactions des pays européens ne se sont pas fait attendre. Plusieurs pays européens sont montés au créneau et affirment le rattachement au partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Maroc. On retient celle de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas ou encore de la France, et j'en passe de beaucoup d'autres pays. Que reflète cette unanimité dans ce segment de coopération entre le Maroc et ses partenaires européens? D'abord, le Maroc suit évidemment de manière attentive et sourcilleuse les réactions des 27 membres de l'Union européenne. Il y a également les réactions qui ont été formulées par deux hauts représentants de l'Union européenne, en l'occurrence la présidente de la Commission, vous le savez, qui a pris position, donc, et également le responsable de la diplomatie de l'Union européenne, l'Espagnol Josep Borrell, qui ont réaffirmé leur total engagement pour le partenariat stratégique. Maintenant, ça c'est au niveau de la Commission et des organes de l'Union européenne. Maintenant, pour ce qui est des 27 États membres, le Maroc est attentif. Il faut rappeler que sur les 27 États membres de l'Union européenne aujourd'hui, il y en a 19 sur 27 qui soutiennent le Maroc et son plan d'autonomie validé par le Conseil de sécurité depuis 2007 comme sérieux, crédible et réaliste. Donc nous sommes en droit maintenant d'attendre de ces 19 une réaffirmation de leur position, puisque c'est une position constante. Et pour ce qui est des 8 restants, également, nous sommes attentifs au fait qu'il doit prendre en compte les avancées de la dynamique nouvelle qui est à propos de la cause nationale. Ça s'est illustré par la reconnaissance du bien fondé de la position marocaine par le Danemark, la Finlande, c'est intéressant, les pays nordiques. Et ça évolue par ailleurs. Donc voilà la communauté européenne qui est interpellée. C'est à elle à mettre de l'ordre dans ses institutions et dans la nécessité d'une convergence des approches pour ce qui est de cet axe stratégique, lequel, oui ou non, un partenariat stratégique avec le Maroc. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Professeur Moustapha Sahimi, je vous remercie pour ce premier éclairage. Merci de rester avec nous. Autre fait marquant de l'actualité de la semaine que nous quittons, le 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Paris. Le chef du gouvernement y a représenté Sa Majesté le Roi. Le conclave s'est clôturé sur la déclaration de Villers-Cotterêts qui appelle à promouvoir le multilatéralisme et les programmes d'éducation et d'employabilité des jeunes de l'espace francophone. Le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Wassim Amsaoud et Sophia Fkrout. Le président français, entouré de la secrétaire générale de la francophonie et du vice-premier ministre de Cambodge, fait le bilan de 2 journées de travaux, débutés à Villers-Cotterêts, à 70 km au nord de Paris, et qui s'achèvent au Grand Palais. 2 journées intenses, tournées vers la jeunesse et vers les défis qu'elle rencontre. 2 journées pour donner à la francophonie ce nouveau souffle, pour un effet fédérateur.
Concernant la gestion de crise, les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'OIF, ont apporté leur soutien au Liban et appelé au cessez-le-feu immédiat. Le climat aussi a été largement évoqué, avec cette ambition de renforcer le financement de l'adaptation. En un mot, nous avons décidé d'agir dans l'esprit qui nous a précédemment rassemblés pour adopter le pacte de Paris pour les peuples et la planète en juin 2023. Au fond, c'est notre volonté, faire de la francophonie un espace de concertation, de convergence utile pour avoir un multilatéralisme plus efficace et nous organiser d'une même voix tous ensemble. C'est aussi pour cela que la francophonie soutient les 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Afrique et nous l'avons réitéré. De son côté, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, a annoncé de nouvelles adhésions à l'OIF, qui passe de 88 à 93 membres. Mais elle a soulevé un problème qui subsiste et nourrit les inquiétudes des États, l'affaiblissement du multilatéralisme. Le multilatéralisme qui se porte mal. Et le sujet de la discussion à huis clos des chefs d'État était autour de ce gros sujet qui a aussi occupé les chefs d'État à New York lors de l'Assemblée générale il y a une dizaine de jours. Et notre discussion et ce qu'on voulait de ce sommet, c'était une réflexion en échange sur la plus-value de notre organisation. Et bien évidemment, nous avons parlé des régions, des pays en situation de crise. Le 20e sommet de la francophonie se tiendra en 2026 au Cambodge. D'ici là, le français serait devenu la 3e langue la plus parlée au monde. Professeur Moustapha Sahimi, nous venons de le voir, la francophonie glane de nouvelles adhésions et tous ces pays qui ont en commun la langue de Molière tablent sur le multilinguisme et l'employabilité des jeunes. Je rappelle d'ailleurs la thématique de ce 19e sommet, créer, innover et entreprendre en français. Que retient-on de ce sommet, notamment dans un contexte mondial secoué par des tensions et des conflits? Un fait, d'abord, la francophonie se porte bien. Il y a 300 millions de locuteurs dans le monde. Ça réunit, lors de ce sommet de Villers-Cotterêts, 88 pays qui en partagent, suivant des modalités et des périmètres différents, évidemment, la langue française. Donc c'est important. C'est une organisation gouvernementale, mais qui est éligible au domaine du soft power culturel et partant diplomatique. C'est extrêmement important. Donc c'est là un cadre de retrouvailles, de débat, de délibération. Le Maroc était présent à ce sommet. Sa Majesté le Roi était représenté, vous le savez, par le chef de l'exécutif, Aziz Akhnouch. Et c'est important parce que le Maroc est de plein pied dans la problématique retenue par ce sommet. Le thème central de ce sommet, c'était quoi? C'était créer, innover et entreprendre. Nous sommes en plein dans cette équation-là, et d'ailleurs le chef du gouvernement n'a pas manqué de le rappeler, en disant qu'il est membre de la francophonie depuis plus de 40 ans, depuis 1981, et que le Maroc est attaché à 2 axes historiques de la francophonie, la diversité, le multilinguisme, avec priorité donnée à l'éducation. Et c'est pour ça que le chef du gouvernement insistait sur les mesures prises pour l'employabilité des jeunes, la réforme menée dans le système éducatif qui est en marche, l'apprentissage des langues et l'ouverture qui est faite à cet égard, la place du digital, extrêmement important avec le plan Maroc de Digital 2030, qui doit bénéficier à 100 000 jeunes et créer plus de 240 000 emplois directs. Donc nous sommes à part entière dans cette problématique-là, et le Maroc a une boîte à outils. Il a une expérience, un savoir-faire utile pour les 87 autres membres de ce sommet. Professeur Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, une marche de solidarité ce matin à Rabat. À travers cette manifestation, les participants ont exprimé la solidarité du peuple marocain avec le peuple palestinien frère dans son épreuve.
face à l'agression israélienne qui a fait des milliers de martyrs et des centaines de milliers de blessés depuis un an maintenant. Des manifestants ont également exprimé leur attachement au droit légitime du peuple palestinien. À El Jadida, le salon du cheval referme ses portes ce dimanche après une semaine intense en activité, en compétition et en échange. On en retient l'excellence équestre marocaine qui règne en star incontestée. La manifestation a fait la part belle à la santé et au bien-être de la plus belle conquête de l'homme. Mustafa Oudal, Leila Esli et Zakaria Moukhine Billah. Des chevaux de différentes races et de différentes disciplines. À El Jadida, leur état de santé et leur bien-être est une priorité. C'est le rôle des entreprises de produits biologiques et vétérinaires. Biopharma en fait partie. Cette société développe des médicaments et des vaccins relatifs au cheval. Certains vaccins sont destinés à lutter contre des maladies spécifiques, d'autres contre des maladies contagieuses animales. Notre entreprise peut assurer un diagnostic précis d'un grand nombre de maladies animales, de contrôler et de maîtriser les maladies contagieuses. Nous contribuons à la recherche et au développement de solutions aux problèmes de santé du cheval. À El Jadida, cette entreprise fait connaître ses activités et les partenariats conclus pour améliorer le bien-être animal, le dressage et développer les races équines. Nous cherchons à produire des techniques de diagnostic nouvelles et innovantes afin d'identifier les maladies qui touchent les chevaux et les races équines en général. Il y a aussi le développement de produits d'immunisation. Le développement de vaccins contribue en grande partie à rehausser l'état de santé et le bien-être des chevaux. Ces facteurs ont un impact sur leur performance dans les compétitions sportives et aussi des répercussions économiques sur le processus de dressage. Un mot sport taekwondo dans la ville coréenne de Chuncheon où se tiennent les championnats du monde junior de ces disciplines. Notre compatriote Aminat Dahawi s'est adjugé la médaille d'or. Dahawi est monté sur la plus haute marche du podium de cette compétition mondiale en battant la finale Aminat Ramazonova par 2-0. Dernière escale de cette édition, Tétouan qui célèbre l'art pour tous à l'occasion du 4e Festival international des arts plastiques. Cette édition se veut un espace de soutien aux nouveaux talents artistiques, mais également un espace qui favorise le dialogue culturel entre divers artistes, enrichissant ainsi la scène culturelle marocaine. Sur place, le reportage est de Abdelrahim Benchiri avec Abdelali Benguenouni et Dominique Orlando. Ce fut un vrai privilège que de s'être retrouvé tout ce week-end dans la ville de Tétouan, dont chacun connaît l'attraction et l'admiration qu'elle ne cesse de susciter, notamment auprès des artistes. 53 d'entre eux, venus des 4 coins du royaume, ont été invités à s'y retrouver. Leurs travaux disséminés à travers l'ensemble des galeries de la cité semblaient converger tous vers un même désir de reconnaissance et de distinction. C'est tout de même formidable que de réunir un tel nombre d'artistes dans cette ville de Tétouan qui n'est peut-être pas très grande en termes de superficie, mais dont l'histoire est très importante, tant au niveau des arts que de la littérature. C'est bien de donner de la visibilité à la ville, tant au niveau national qu'au niveau mondial. Et ce qu'il est possible de voir et de découvrir sur place résume assez bien l'intention très panoramique de ce festival qui milite tout simplement pour l'unité dans la diversité. Nuestro encuentro se basa en el conocimiento de las obras, conocimiento de los artistas. Ce que nous cherchons à travers cette rencontre, c'est de créer des liens entre l'ensemble des artistes, d'où qu'ils viennent. Cette année, nous avons des plasticiens venus de France, d'Espagne, des États-Unis, du Maroc. Et cela crée une émulation très importante pour chacun d'entre nous tous. Et que dire du grand public qui est le premier véritable bénéficiaire de cette ébauche de couleurs et de formes qui sont comme autant d'expressions essentielles pour surmonter et survoler tous les défis de la vie au quotidien. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente des programmes. Ciao.